Albert Londres. Portez la plume dans la plaie. Un podcast de la Bibliothèque nationale de France et de Rétro News. Le Petit Parisien. 24 août 1923. Notre enquête au bagne. La cour des miracles. Ce sont deux camps qui s'appellent chacun le nouveau camp. L'un est pour la relégation, l'autre pour la transportation. 450 chiens dans le premier, 450 dans le second. Au vrai, ce ne sont pas des chiens, ce sont des hommes. Mais ces hommes ne sont pas plus que des animaux galeux, morveux, pelés, anxieux et abandonnés. Quand, figé par le spectacle, presque aussi raide qu'un cheval de bois, on a tourné 1 heure dans ces deux honteux manèges, il ne vous reste plus qu'un étonnement. C'est que ces misérables ne marchent pas à 4 pattes. Il vous en reste un second, que ces hommes vous parlent quand vous les interrogez et n'aboient pas. Manchots, unijambistes, hernieux, cachexiques, aveugles, tuberculeux, paralytiques, tout cela bout ensemble dans ces deux horribles chaudrons de sorcières. Le bagne est un déchet déjà. Ces deux camps sont le déchet du bagne. Hervé Brusini, vous êtes journaliste, grand reporter, président du prix Albert Londres. Et c'est ce dont on va parler dans cette émission. Cet extrait d'un texte d'Albert Londres au bagne, où il décrit Moi, je trouve les camps. Que ça mérite le prix Albert Londres. Parce que c'est dit avec une telle... Vous avez vu le style très ramassé, la comparaison, c'est bourré de fulgurance. À chaque phrase, il y a un tir dans le cerveau. Tu sais, ça me rappelle le prix Albert Londres de l'année dernière, qui est Alan Cavall, un journaliste du Monde. Il était avec une photographe, je crois, en Syrie, dans les prisons avec les prisonniers faits du camp de Daesh. Et il démarre en disant que la mort a un parfum, la maladie aussi. Et ces sortes de côté ramassé, vous voyez, qui donne toute sa force explosive aux phrases et aux mots. Le prix Albert Londres, c'est aussi, dans sa version écrite, de presse écrite, puisqu'il y en a 3, il y a la presse écrite, les livres et l'audiovisuel, cette sorte de soin adopté aux mots. C'est un matériau que le journaliste artisan manie avec grande précaution, parce que c'est ça qui va donner toute l'efficacité au nom ou non du texte. Du texte ou de l'image, puisque maintenant on récompense aussi des documentaires. Et le prix Albert Londres, alors on n'a pas dit Hervé Brusini, il a été créé juste après la mort Il est créé juste après la mort. Par sa fille. Oui, Floris. Alors par sa fille et les copains. Ouais. Les copains d'Albert, si j'ose dire, comme Brassens aurait pu faire. Il y en a un en particulier qui s'appelle Édouard L.C. Édouard est un vrai ami d'Albert et donc il décide, parce qu'il y a Gringoire qui fait un prix, il y a une sorte de concurrence là aussi, et alors les potes d'Albert vont aller plus vite que ceux de Gringoire pour ce prix autour d'Albert Londres, et donc à quelques jours près, ils vont proclamer ça avec Florise, qui est donc la fille unique d'Albert Londres. Albert meurt en 1932 et c'est en 1933 qu'il y a le premier prix de la presse écrite. Milieu des années 80, Henri de Turenne, extraordinaire journaliste, incroyable, de l'AFP, la guerre de Corée, puis qui va raconter les grandes batailles à la télé, qui crée le prix audiovisuel. Et Annick Cogent, présidente également du prix, va créer il y a quelques années le prix pour les livres. Et donc... vous savez, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'y a pas de critères. Alors, il n'y a pas de critères, mais quand même, parce qu'il y a même un critère d'âge, je crois. Oui, il y a un critère d'âge, avoir moins de 40 ans et francophone. Mais c'est tout. Il n'y a pas le formulaire avec des cases à cocher, si ce n'est Albert lui-même. Ça renvoie à la fragilité du témoignage que nous avons nous-mêmes du ressenti d'Albert, à sa lecture et à sa puissance. Sont en fait
quelques vertus indispensables du journaliste, la curiosité, la disponibilité. L'honnêteté. Ah oui, évidemment. Et puis le côté offensif de faire bouger effectivement des institutions, y compris parfois d'une alerte lancée. Là encore, le prix qui a couronné l'audiovisuel, 7 milliards de suspects, c'est la dénonciation de l'informatique de surveillance de masse. Il y a cette idée de perpétuer Albert, mais je dirais avec une diversité absolue. Ça peut être aussi bien le côté documentariste avec des plans incroyables de Rittipane sur le bagne. C'est les dispositifs aussi. Voilà, c'est oui, bien sûr. Imaginer des dispositifs. Bien sûr. Ça peut être aussi une série de sujets du journal télévisé. Nous avons une grande consoeur de TF1 qui s'appelle Catherine Gentil, qui, elle, en son temps, avait fait des sujets sur la Palestine, le bouclage des territoires. Voilà, et donc c'est extrêmement divers. Et je trouve que c'est ça qui fait qu'on s'empoigne, d'ailleurs, parfois, dans les jurys. D'ailleurs, quand Édouard Elsé parle des premiers résultats pour l'attribution des récompenses, il dit toujours « les débats ont été vifs ». Ben voilà, ça reste toujours valable. Et vous l'avez eu, Hervé Brusini, le prix Albert Londres, bah, écoutez, pour un documentaire que vous avez co-signé sur l'affaire Farwell. Oui, c'est mon grand honneur, c'est de l'avoir co-signé avec Dominique Thiers, qui est une copine avec laquelle j'ai toujours été en binôme, en tout cas longtemps. Vous savez, je suis tombé de l'armoire quand j'ai eu le prix. Autant que ce soit dit, sur une taupe du KGB qui a fonctionné pour les Français, qui leur a donné des infos absolument considérables et qui a fait que, quelque part, ça a changé toute cette histoire de la guerre des étoiles, des rapports entre Mitterrand et Reagan, et donc un peu l'équilibre du monde, quelque part. Et c'était, oui, une enquête qui touchait aux services secrets, et les services secrets, Albert Londres a bien connu. Il a même été tenté parfois d'être comme ça un peu... Agent secret, un peu. Parfois, Albert est allé jusqu'à envisager des scénarios absolument terribles, d'aller, y compris s'engager physiquement contre tel ou tel personnage, qu'il fallait faire des trucs. Je veux dire, il manquait pas d'imagination là, dans les modes d'intervention. Mais bon, bien heureusement, il est resté en dehors de cette limite. Mais oui, il y avait, comme dit Assouline, une tentation du renseignement à un moment. Et c'est assez drôle, ça aussi, de voir vous voyez, ces frontières parfois poreuses entre le journalisme, la police, le renseignement, la politique. C'est tout ce qui fait la complexité, quelque part, du journalisme. Mais quand la sincérité et l'honnêteté et la rigueur sont là, et je dis la rigueur, parce que souvent, des gens disent « Albert, c'est le contre-exemple de la rigueur ». C'est vrai que la poésie fait que vous pouvez avoir une conception de la rigueur un peu particulière. Mais la rigueur n'est pas forcément l'aridité clinique qui finalement n'intéresserait personne dans le compte-rendu d'une guerre ou de ce qui se passe au coin de la rue. À l'heure quand même, Hervé Brusini, où les journalistes... Et on peut se poser la question, qui sont les journalistes, parce que c'est aussi ça qu'on peut poser, c'est-à-dire tout le monde est journaliste, peut être journaliste, et sont un petit peu discrédités dans une sorte d'ensemble soi-disant homogène, alors que c'est pas du tout le cas. Et on l'a vu avec les réseaux complotistes, sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a aussi toute une éducation à faire sur l'information, sur justement qu'est-ce que le journalisme, quelle est sa déontologie. J'imagine, c'est aussi ce que célèbre ou veut récompenser le prix Albert Londres. Oui, il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a l'éthique et la déontologie qui caractérisent le journalisme. Le journalisme, c'est une profession. Ça n'est pas un art. On peut apprendre parce que il y a des règles qui concourent à la définition de la rigueur. Et il y a des règles donc de déontologie professionnelle et d'éthique. Vous savez que ce pays, la France, est le premier à s'être doté d'une charte éthique en 1918, justement, au sortir de la Grande Guerre.
Et ça a donné lieu à la création d'un syndicat des journalistes. Il n'y a qu'un État américain qui avait créé son éthique pour les journalistes quelques années auparavant. Mais donc, ça a été une première mondiale. Donc, le journalisme est capable de se définir, de s'apprendre, de s'exposer en matière à enseigner. Et vous savez là aussi que c'est une femme qui a créé la première école de journalisme. Elle avait pris un nom d'homme, Dick May. En fait, elle s'appelait Jeanne Weil. Et elle était de la famille de Karl Marx. Incroyable. Et il y avait un sociologue qui s'appelle Durkheim, qu'on a tous croisé dans son nom, qui l'a aidé dans cette entreprise. Quand les journalistes mâles sont arrivés pour interroger cette dame qui prétendait qu'on allait apprendre le journalisme, on lui a dit, mais enfin le journalisme, d'abord c'est une affaire d'homme, et puis on l'a ou on ne l'a pas dans ses tripes. Et elle a dit, mais non, ça s'apprend. Donc le journalisme, ça s'apprend, ça se repère, et ça s'apprécie dans le respect de ses règles, éthiques et déontologiques. Après, il y a cette autre capacité dont vous avez parlé, c'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde a la possibilité d'enregistrer des images, de diffuser, des sons, de diffuser mondialement, en temps réel, avec un impact stupéfiant. Nous sommes, de ce point de vue, au milieu du gué. On voit que les grands pourvoyeurs, les grandes plateformes, les GAFAM, dont on parle tant, sont pointés du doigt sur la question de la responsabilité éditoriale. Il est évident que l'enquête journalistique, aujourd'hui, les prend en tant que sujet numéro 1. Et on voit que Facebook, par exemple, a été désigné comme ayant pris conscience de la responsabilité de sa plateforme sur la désinformation, à commencer par la journaliste des Philippines. Maria Ressa, la Philippine, donc, un journaliste qui est patronne, directrice d'un journal d'investigation aux Philippines, rappeleur. Oui, qui, elle, a montré comment Facebook était intervenu dans la nomination ou dans les affaires du président philippin. Et donc, si vous voulez, je pense que, comme disait Zola, la vérité est en marche, elle ne pourra que vaincre. Et à terme, c'est pour ça qu'il y a des raisons d'être optimiste. La curiosité citoyenne du monde sera plus forte, j'en suis persuadé, que la capacité numérique à afficher des contre-vérités. Et c'est cela que veut mettre en exergue le prix Albert Londres, en récompensant... Le Albert Londres, comme il peut, avec ses moyens fragiles et puissants grâce à Albert. C'est un nom. Vous savez, ça a quelque chose de très émouvant et de très... ça tient à si peu de choses et à tant de choses. La joie de ceux qui reçoivent le prix, qui en sont honorés. Ça me touche parfois aux larmes quand on appelle les gens et qui disent « Ah, je ne reviens pas ». Et donc cet investissement de leur part montre à quel point cette figure symbolique a son rôle, oui, dans l'affirmation aujourd'hui du caractère indispensable de l'info en démocratie. Mais c'est modeste, c'est juste ça. Ni plus ni moins. Albert Londres. Albert Londres. Porter la plume. Porter la plume. Dans la plaie. Dans la plaie. Un podcast de la Bibliothèque nationale de France et de Rétro News. Disponible sur toutes les plateformes. Réalisé par Guillaume Giraud et produit par Wave Audio. Avec l'aide de l'équipe de Rétro News, Étienne Manchette et Julien Lucchini. Au micro, Séverine Liattard et Hervé Brusini.